On est le 12 février 2012, en plein cœur de l'Inde. Dans une petite ruelle poussiéreuse, un homme de 30 ans s'avance, sac sur le dos, il regarde chaque coin, chaque visage, il paraît anxieux mais déterminé. En fait, il y a quelque chose d'étrange chez lui. Il ne parle pas leur langue, et pourtant, on sent qu'il cherche quelque chose. Quelqu'un. Il s'arrête devant 3 femmes, celle de gauche ne semble pas touchée par sa présence, celle de droite non plus, mais son regard croise la femme du milieu. Elle est maigre, petite, mais dans ses yeux, il se passe quelque chose. Elle s'avance vers l'inconnu, lui prend les mains, et elle dit un mot, Chéroux. Cette femme, ce n'est pas n'importe qui, c'est sa mère. Et elle vient de retrouver son fils disparu depuis un quart de siècle. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est à peine croyable. C'est l'histoire d'un enfant indien tragiquement perdu qui s'est retrouvé à l'autre bout du monde, coupé de sa famille biologique pendant 25 ans. C'est le combat d'un homme en quête de ses origines qui, à travers ses vagues souvenirs d'enfance, a réalisé l'impensable, retrouver sa famille grâce à Google Earth. Pour comprendre comment Saru en est arrivé là, il faut remonter 25 ans plus tôt, en 1986. On est à Calcutta, la capitale du Bengale occidental, presque 10 millions d'habitants, une ville tentaculaire, bruit, pollution, pauvreté, et surtout une terrible réputation, l'une des villes les plus dangereuses du monde. Et au cœur de ce chaos, il y a la gare d'Ora. Chaque jour, ce sont des centaines de milliers de personnes qui s'y croisent, voyageurs, travailleurs, marchands, mais aussi mendiants, lépreux, enfants des rues. En gros, Ora, c'est vraiment la représentation sociétale de l'Inde, un pays tiraillé entre la richesse et la misère extrême. Puis, au milieu de cette foule, il y a un petit garçon de 5 ans. Il est pieds nus, porte une chemise blanche et crie un nom, Goudou. Cet enfant de 5 ans, c'est Saru. C'est simple, personne ne sait qui il est, d'où il vient. Il n'a ni papier, ni argent, et surtout rien à manger. Pire encore, il ne parle même pas la langue locale. Il parle un peu l'hindi, mais ici tout le monde parle bengali. Enfin, parler c'est un grand mot, il est quasiment illettré. À seulement 5 ans, Saru est donc confronté à ce qu'aucun enfant de son âge ne devrait connaître, la survie. Il dort sur le sol de la gare, près d'usines désaffectées, fouille les poubelles pour se nourrir, mais le danger est absolument partout. Plusieurs fois, des trafiquants tentent de l'enlever, il se fait attaquer par des meutes de chiens errants, et tombe même sur 2 corps assassinés au bord de la Hooghly, le fleuve qui traverse Calcutta. Saru le dira plus tard, chaque jour passé dans cette ville était une question de vie ou de mort. En avril 1987, après plusieurs semaines à errer seul dans les rues de Calcutta, il tombe par hasard sur un jeune qui s'intéresse à lui. Car plus le temps passe, plus la situation de Saru interroge. Il est sale, maigre, ça se voit qu'il est épuisé, alors sans hésiter, il le conduit au commissariat. C'est à ce moment-là que tout s'accélère, car pour la première fois depuis son arrivée, Saru est interrogé sur son origine. Les enquêteurs veulent comprendre d'où il vient, comment il s'appelle. Mais avec son vocabulaire limité, il répond seulement « Guinesley, Saru ». Guinesley, intéressant, c'est sûrement sa ville d'origine. Le seul problème, c'est qu'il ne la retrouve pas du tout, c'est comme si la ville avait disparu. Puis, il dit Berhampur. C'est peut-être sa ville aussi, on n'en sait rien. En tout cas, celle-ci a l'air d'exister. Sauf que des dizaines de villes portent un nom similaire, retrouver la bonne semble quasiment impossible, d'autant plus que personne n'a signalé sa disparition. Faute de réponse, Saru est classé comme enfant perdu et est placé dans un foyer. Puis, un mois plus tard, en mai 1987, il est transféré dans un orphelinat géré par l'ISA. L'ISA, c'est l'association indienne pour le parrainage et l'adoption, dirigé par Madame Sood. Là-bas, les conditions s'améliorent, très clairement, sauf que ce placement en orphelinat signifie une autre chose pour lui, il tire un trait sur ses origines, que lui seul connaît. Quelques semaines plus tard, Madame Sood lui annonce qu'elle lui a trouvé une nouvelle famille, les Brierley. Sur les photos, il voit une famille blanche, une maison spacieuse, une voiture, mais cette famille, elle ne vit pas en Inde, mais à l'autre bout du monde, en Australie. Nous sommes le 25 septembre 1987. Après un long voyage, Saru arrive à Melbourne, l'une des plus grandes villes d'Australie. Il est accueilli par les Brierley. Sa nouvelle mère s'appelle Sue et son nouveau père, John. Il se trouve alors à 10 000 km de l'Inde sans que personne ne sache réellement d'où il vient. Mais il est quand même là, habillé en blanc comme pour signifier qu'il est désormais en paix,
et porte un t-shirt avec une inscription « Tasmanie ». Car oui, les Brierlais ne vivent pas à Melbourne, mais dans la banlieue chic de Hobart, la capitale de l'île australienne, et plus précisément à Tranmere. Tu t'en doutes, le choc culturel est immense. Passer de l'Inde à Tranmere, c'est passer du chaos à la tranquillité, des rues propres, de grands espaces verts, de belles maisons. Celle des Brierlais en est l'exemple parfait. Il y a un grand salon, une énorme télévision, de la moquette au sol, et surtout 4 chambres, dont une rien que pour lui. Dedans, il y retrouve des jouets, des vêtements chauds pour le climat plus frais, et au mur, une carte de l'Inde. Quelque part, parmi tous ces noms de villes et toutes ces routes, se trouve son village, mais où ? On va passer rapidement sur ses 5 premières années en Australie, mais Saru s'intègre parfaitement, il devient un vrai petit Australien, il joue au golf, fait du bateau, va à l'école, et c'est même devenu un très bon élève. Mais ce qui marque vraiment ses 5 premières années en Australie, c'est qu'il apprend à parler anglais. À Calcutta, il parlait un peu hindi, dans un endroit où tout le monde parlait bengali. Et en arrivant en Australie, c'était pareil, il ne comprenait pas l'anglais. La vraie différence, c'est qu'ici, pour la première fois de sa vie, il peut enfin mettre des mots sur son histoire. Quand Saru parlait de Guinness-Lay aux autorités de Calcutta, en fait, il parlait bien de sa ville natale. Il se souvient d'un petit village perdu dans une zone sèche, poussiéreuse, avec un lac, un barrage en béton, et des détails précis comme une fontaine au centre du village, un tunnel qui le menait à la gare. Tout ça, il l'a toujours en tête, et toi aussi tu devrais t'en rappeler. Il ne le sait pas encore, mais il est né le 15 juin 1981 et est issu d'une union assez rare pour l'époque entre une mère hindoue, Kamla, et un père musulman. Mais le père les a quittés très tôt pour refaire sa vie ailleurs. Alors, Saru a grandi avec sa mère, sa sœur Sekila, qui avait 2 ans et avec qui il était inséparable. Il la lavait, la nourrissait, dormait parfois ensemble à la belle étoile, et ils avaient aussi 2 frères, Kalou et Goudou. Ouais, le Goudou qu'il cherchait à la gare de Hora, c'était son frère. Il a grandi dans un milieu extrêmement modeste. La famille vivait dans une petite maison en pierre, sa mère Kamla portait des pierres sur les chantiers pour quelques pièces à peine, mais pas de quoi nourrir tout le monde. Alors, les frères ont dû aider. Goudou et Kalou mendiaient, volaient, mais c'était jamais assez, donc ils partaient de plus en plus loin, parfois jusqu'à 1 heure en train, à Berhampur, la fameuse ville également indiquée aux autorités. Petit à petit, Saru commence à les accompagner. Il voit ses frères balayer les trains à la recherche de nourriture, et pendant ce temps-là, il a l'obligation de les attendre sur le quai. Pour cette raison, il se rappelle très bien de la gare de Berhampur, qui était composée de 2 voies, d'une passerelle en hauteur, et était surtout reconnaissable par son grand ballon d'eau à proximité. Puis un soir, il accompagne une nouvelle fois Goudou à Berhampur. Comme d'habitude, il doit attendre sur le quai pendant que son frère part travailler, et comme il est tard, Saru s'endort. Quand il rouvre les yeux, la gare est vide, il n'y a plus personne, pas un bruit, Goudou a disparu. Sauf qu'il y a un train arrêté devant lui. Il se dit que son frère est sûrement à bord en train de balayer les wagons pour trouver de quoi survivre, alors il monte, et comme son frère n'est toujours pas là, il se rendort. Quand il se réveille, le train roule à vive allure, dans une direction totalement inconnue. Pris de panique, il tente d'ouvrir les portes, il frappe contre les vitres, il appelle à l'aide, personne ne répond. Dans ce train, il y passe au moins 12 heures, peut-être 15, et la destination tu la connais, il s'agit de Calcutta. 20 ans plus tard, on est en 2006. Le petit garçon perdu dans les rues de Calcutta a maintenant 25 ans. En apparence, il est comme tous les jeunes de son âge. Il est en études de comptabilité, il joue au foot, sort avec ses amis, mais il a beau être clairement intégré dans cette nouvelle vie, il a toujours cette faille identitaire. Dans sa chambre, chez ses parents, la carte de l'Inde est encore accrochée au mur, et à chaque fois qu'il la regarde, ce truc bizarre revient, celui de ne pas savoir d'où il vient. Sauf que ce qu'il ignore à ce moment-là, c'est que 2 événements vont tout changer. Un an plus tard, en 2007, Saru quitte ses parents adoptifs pour poursuivre ses études à Canberra, la capitale de l'Australie. Pour lui, fini la comptabilité, grâce à une bourse, il intègre la prestigieuse École internationale d'hôtellerie. Il emménage donc dans une résidence universitaire et découvre une ville vivante,
mais surtout très cosmopolite. Et parmi les nombreux étudiants étrangers, il y a pas mal d'Indiens qui viennent de Delhi, Bombay, Calcutta. Très vite, ils s'intègrent à ce groupe d'étudiants, c'est donc à leur côté qu'à 26 ans, Saru découvre réellement ce qu'est la culture indienne. Ensemble, ils mangent indien, regardent des films de Bollywood, et pour la première fois depuis 20 ans, lorsqu'il raconte son histoire, il se sent compris. Non pas de manière linguistique, mais parce que certains venaient de Calcutta, la ville où il s'est perdu, d'autres ont traversé les mêmes rues, pris les mêmes trains, et pour le coup, ses amis sont réellement intéressés par son histoire. Ils veulent l'aider. Bon, ils ne connaissent pas Berhampur et encore moins Guinness-Lay. Par contre, ils commencent à sonder leur entourage. Et parmi ses amis, il y a Amrin, qui a un père ingénieur dans les chemins de fer indiens. Bon, il ne connaît pas non plus les villes, mais rappelle-toi de lui car on va vite le retrouver. Ses amis le mettent toutefois sur une première piste intéressante. Il faut savoir qu'en Inde, la couleur de peau et les traits du visage varient énormément d'un état à l'autre. Et celle de Saru leur fait penser à un état en particulier, le Bengale occidental, l'état de Calcutta. Pour Saru, tous ces éléments mis bout à bout font que pour la première fois de sa vie, cette quête n'est plus un rêve lointain, elle devient un vrai projet. Mais il y a un problème. C'est bien beau de chercher, mais comment retrouver une ville dont personne ne connaît le nom exact, ni l'emplacement? L'Inde est immense, et Saru est encore étudiant, il n'a ni le temps, ni l'argent pour partir. Mais rappelle-toi qu'on est en 2007, et qu'est-ce qui a apparu quelques années plus tôt? Ouais, Internet. Et à l'université, Saru a pour la première fois un ordinateur personnel et un accès illimité au web. Puis un jour, il découvre un logiciel dont tout le monde parle, un logiciel qui lui permet de chercher sa maison sans quitter sa chambre. Google Earth. Nous y sommes. Accroche-toi car là, on part littéralement dans une traque à travers l'un des plus grands pays du monde, l'Inde. Au départ, Saru veut directement retrouver Berhampur sur Google Earth, là où il avait pris un train inconnu. Il se souvient très bien de l'intérieur de cette gare. Quant au nom, même si c'est pas Berhampur, il est sûr que ça commence par un B. Mais le problème, c'est qu'il ne connaît rien de l'extérieur de cette ville. Ses frères lui ont interdisé de sortir de la gare. Donc, même s'il passe en revue toutes les villes en B, comment reconnaître la bonne? Il décide de partir de ce dont il est sûr, la destination finale, Calcutta. Et cette gare lui rappelle un détail crucial, c'est le temps de trajet. Tu te souviens, il a duré environ 12 heures, peut-être 15, donc à partir de ce temps, il peut estimer les kilomètres parcourus en 12 heures. Mais pour ça, il lui manque une information. À quelle vitesse roulaient les trains dans les années 80? Alors, il demande à Amrin, son ami, qui, rappelle-toi, a un père qui travaille dans les chemins de fer indiens. Il lui répond entre 70 et 80 km/h. Le calcul est simple, 12 heures x 80 km/h, ça donne environ 1000 km. Ça sera sa zone de recherche. Il trace donc un cercle de 1000 km de rayon autour de Calcutta, sauf que la zone est tout simplement immense. Elle englobe environ 10 états, comme le Bengale occidental, qui était l'intuition de ses amis indiens, rappelle-toi, le Madhya Pradesh ou encore le Bihar, mais il y a aussi une bonne partie du Bangladesh, le pays voisin. Mais le Bangladesh, il l'écarte d'office car aucun train ne reliait les deux pays à l'époque. Mais la zone fait quand même 962 300 km² et comprend plus de 350 millions d'habitants. Saru dresse donc tout ce dont il se souvient. D'abord, il y a la langue. Chez lui, rappelle-toi, on parlait hindi et pas bengali. Alors il peut directement enlever le Bengale occidental, qui était l'intuition de ses amis indiens. Ensuite, il y a le climat. Rappelle-toi que Saru et sa sœur dormaient parfois à la belle étoile, ça veut dire qu'il faisait chaud, ça ne peut donc pas être les états du nord, proches de l'Himalaya. Le Bihar ou encore le nord de l'Uttar Pradesh sont éliminés. Quant au relief, il se rappelle pas avoir habité près de la mer, lui il habitait proche d'un lac et dans une zone sèche, sûrement dans les terres. Alors, la côte de l'Odisha est aussi retirée. Maintenant que le périmètre géographique est réduit, il faut se concentrer sur les détails de Guinness-Lay et de Berhampur. Guinness-Lay avait une gare, un pont sur un lac, un barrage et un climat sec. Berhampur, qui était à 1 heure en train, avait une gare avec 2 voies, une passerelle et un ballon d'eau. Alors Saru n'a plus qu'une chose à faire, remonter minutieusement toutes les lignes à partir de Calcutta. Il doit reproduire son trajet d'il y a plus de 20 ans. À chaque gare qu'il croise, il survole les quais, les bâtiments, les alentours, cherchant le moindre détail familier. Il élimine petit à petit les zones trop vertes, trop montagneuses,
Quand il atteint le bord du cercle, il revient à l'embranchement précédent et part dans une nouvelle direction. Pendant plus de 2 ans, chaque soir après le travail, il se replonge dans Google Earth. Mais il ne trouve rien. Alors, plus les mois passent, plus son cercle s'élargit. Les doutes sont là, mais il a une méthode. Et il le sent, il est sur la bonne voie. On est le 31 mars 2011, Saru est dans le centre-ouest de l'Inde, au cœur de l'état du Madhya Pradesh, en train de remonter une ligne de train. La campagne qu'il survole est verdoyante, bien plus que dans ses souvenirs. Il trouve ça beau, tout simplement. Alors il décide de l'explorer, même s'il sort clairement de sa zone de recherche. Il se perd dans ce paysage, puis au bout de quelques minutes, il retombe sur une gare. Bon, cette gare ne répond pas du tout à ses critères, mais elle sert de point de départ pour suivre une nouvelle ligne. Puis, quelques minutes plus tard, il arrive sur une autre gare. À première vue, elle paraît banale, dans tous les cas, il en a vu des milliers depuis le début de ses recherches. Enfin, elle paraît banale à un détail près. Il y a un réservoir d'eau à proximité de la gare. Intéressant. Alors il zoome. Et là, une passerelle piétonne enjambant les voies, puis, en dézoomant, il voit que la ligne de chemin de fer longe le nord-ouest d'une très grande ville, Burhanpur. Saru est complètement figé. Il a peut-être trouvé une piste sérieuse. Alors, s'il a réussi à trouver la bonne gare où il s'est perdu, sa ville natale, Guinnesslee, ne doit plus être très loin. Il reprend la route, il sait pas où il va, mais il traverse près de 70 km. Et soudain, le décor change. La verdure disparaît, la terre devient sèche, poussiéreuse. Puis, il arrive sur un pont au-dessus d'un lac. Sauf que celui-ci avait un mur de barrage en béton. Il voit un trait gris, il est là. Tout ce qu'il avait en tête depuis des années se trouve devant ses yeux. Il est probablement devant sa ville natale, Guinnesslee. Mais pour en être sûr, il décide de refaire le chemin qui le mène du fleuve à la gare. Et ce chemin, il s'en rappelle très bien. Il longe un petit ruisseau, passe sous un tunnel, et puis là, devant lui, une gare. Et de cette gare, il connaît le chemin pour aller chez lui. Au bout de quelques minutes, il arrive dans un quartier. C'est le quartier où il jouait enfant, il en est sûr. Il le reconnaît. Rien n'a changé. Alors il clique à gauche, à droite, et tombe sur une petite bâtisse avec un toit rectangulaire. C'est la maison de son enfance, il en est sûr. C'est comme dans ses souvenirs. Il reconnaît absolument tout, il connaît le chemin, tout paraît irréel. Mais il y a un problème. Cette ville, déjà elle est située bien au-delà des 1000 km de rayon, mais surtout, elle s'appelle Khandwa. Khandwa. C'est sa ville, il en est sûr. Mais alors Guinnesslee, c'est quoi? Il s'est peut-être trompé quelque part, des villes comme ça, il en existe plein en Inde, et puis rappelons-le, ses souvenirs datent de presque 25 ans. Puis, d'un coup il se demande, et si Guinnesslee n'était pas une ville, mais un quartier de Khandwa? Pour en avoir le cœur net, il cherche le nom de la ville sur internet, et tombe sur un groupe Facebook. Khandwa, My Hometown. Il contacte l'administrateur avec une question précise. Pouvez-vous me dire comment s'appelle le quartier qui se trouve dans le coin en haut à droite de la carte? Je crois qu'il commence par un G. Un jour plus tard, il reçoit un message. Ce quartier s'appelle Ganeshtalai. Ganeshtalai. Guinnesslee, c'est pas pareil, c'est pas très loin non plus. Et puis, rappelons-le qu'il avait 5 ans lorsqu'il entendait ce nom. Cette fois, il en est sûr, il a retrouvé sa ville. Et après l'euphorie, des questions. Comment va sa mère? Est-ce que Sekila se porte bien? Qu'est-il arrivé à Goudou à Burhanpur le soir de sa disparition? Et Goudou, est-ce qu'ils ont déménagé depuis? Et pourquoi ne l'ont-ils pas cherché? 11 mois après sa découverte et des questions plein la tête, Saru entame son premier grand voyage en 24 ans, direction l'Inde. On est le 11 février 2012, 8905 jours plus tard. Saru atterrit à l'aéroport d'Indore, la plus grande ville du Madhya Pradesh. Il est face à son histoire, prêt à renouer avec ses origines. Après une nuit à l'hôtel, il prend un taxi vers Khandwa, 2 heures de route. Mais il ne prend pas n'importe quelle direction, il se dirige vers la gare. C'est simple, à partir de cette position précise, il peut aller n'importe où. Alors, il passe sous le petit tunnel comme il y a 25 ans et se dirige tout droit vers Ganeshtalai. Puis au loin, une silhouette familière.
une petite maison avec son toit rectangulaire, c'est la sienne. Il n'est plus qu'à quelques mètres, mais plus il se rapproche, plus l'angoisse monte. La maison est abandonnée. Soudain, une femme et son bébé apparaissent à côté de lui. Elle parle un peu anglais, alors Saru lui demande où se trouve Kamla, Kalou, Goudou, c'est qui là? Sa crainte se confirme, elle lui répond qu'ils ne sont plus là. Pendant ce temps-là, un attroupement se forme autour de Saru, les habitants se demandent qu'est-ce qu'il fait là. Puis soudain, un homme s'approche de lui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de prendre l'avion pour partir en Inde, sa mère adoptive Sue lui avait glissé une feuille A4 remplie de photos de lui enfant. Alors, lorsque cet homme s'approche de lui, Saru sort cette feuille de son sac et lui explique son histoire. Le petit sur les photos, c'est lui, et il habitait là. L'homme regarde attentivement les images, sans un mot, puis s'éloigne dans une ruelle. Quelques minutes plus tard, il revient et prononce une phrase qui changera à jamais la vie de Saru. « Venez avec moi, je vais vous emmener auprès de votre mère. » « 25 ans plus tard, Saru est enfin chez lui. Il a retrouvé sa mère, ses racines, son passé. Alors, après des retrouvailles bouleversantes, sa mère l'emmène dans sa nouvelle maison à quelques pas de l'ancienne. Elle est encore très modeste, l'eau s'infiltre par les parois. Tous les deux, ils s'installent sur un vieux canapé. Comme ils ne parlent pas la même langue, un traducteur fait office d'intermédiaire, les émotions font le reste. Kamla, sa mère, a changé, et pas que physiquement. Elle s'appelle désormais Fatima, elle s'est convertie à l'islam, elle ne travaille plus sur les chantiers, mais est désormais femme de ménage. Et malgré les apparences, elle n'a jamais cessé de chercher son fils. Elle a parcouru des villes entières à pied, sondé les foules, payé des gens pour l'aider, et elle a surtout consulté des prêtres et des guides religieux. Tous lui assuraient que son fils était encore en vie, et même s'il ne pouvait pas dire exactement où il se trouvait, il pointait à chaque fois du doigt une direction précise, le sud. Alors, sans photo, sans indice, elle est restée à Ganeshtalai dans l'espoir de retrouver son fils. Shekila et Kalou, eux non plus, ne l'ont jamais oublié. Shekila avait 2 ans au moment de la disparition de Saru, elle est aujourd'hui mariée et mère de 2 enfants. Kalou aussi a une famille. Puis, vient la question que Saru redoutait, Goudou. Pourquoi n'est-il jamais venu le chercher ce soir-là à la gare? Le visage de sa mère se ferme, elle baisse les yeux, elle dit 3 mots, pas un de plus. Il est mort. En fait, le soir de la disparition de Saru, Goudou est mort, percuté par un train, seulement quelques heures avant que son petit frère monte dans un autre train. Ce soir-là, Fatima a perdu 2 fils. Mais malgré la douleur de cette révélation, la famille pleure de joie. Saru n'est plus seulement un fils perdu, il est devenu un lien entre 2 mondes. Il veut rattraper le temps perdu avec sa famille biologique. Il promet à sa mère de revenir souvent et de lui offrir une vraie maison, un toit digne de sa force silencieuse. Kalou et Shekila rêvent eux de venir en Australie, non pas pour voir les kangourous, mais pour rencontrer ceux qui ont élevé leur frère et découvrir la maison où il a grandi. Pour eux aussi, ces retrouvailles comblent un vide immense. Aujourd'hui encore, seul le mystère de cette nuit de 1986 perdure. Personne ne saura jamais quel train Saru a pris, ni ce qu'il a vécu cette nuit-là. Plus tard, les 2 familles se sont rencontrées, c'est une scène émouvante qui a été captée par les caméras, tant l'histoire avait fait du bruit dans les médias. Un film est notamment sorti sur cette histoire, il s'appelle Lion, et Saru a publié son autobiographie. Je voulais retrouver ma mère. Aujourd'hui, celui qui s'appelle en fait Cheru a 2 familles, mais une seule identité, Saru Byarley.